Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis ce mardi 8 juillet, la capitale Lomé abrite la deuxième grande rencontre des compliance et risques officers. 2 jours pour renforcer les stratégies, pour renforcer les systèmes financiers en Afrique et faire face au blanchiment de capitaux. Le Togo enregistre la plus forte baisse de dette publique au sein de l'UEMOA à fin juin 2025, une baisse de 2,90% par rapport à décembre 2024. C'était le sommaire. Bienvenue à votre rendez-vous économique. Le Togo se démarque par une économie résiliente en ce qui concerne la dette publique. Le pays enregistre la plus forte baisse de dette publique au sein de l'UEMOA à fin juin 2025, comparativement à certains pays. Les détails avec Ulrich Amega. Alors que la dette publique a augmenté de plus 5,71% au Sénégal, plus 2,28% au Bénin et plus 1,46% en Côte d'Ivoire, le Togo, quant à lui, voit le taux de sa dette publique connaître une baisse. La plus forte baisse constatée dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à fin juin 2025, d'après les données du MOA titre. La dette publique togolaise est désormais à 1959,50 milliards de francs CFA, soit une baisse de 2,90% par rapport à décembre 2024. Loin devant le Niger qui affiche une réduction de 0,93%. Cette baisse s'explique par 2 facteurs, moins d'émissions sur le marché régional et davantage de remboursements. De janvier à juin 2025, le Togo a remboursé 448,30 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à 39% de plus qu'en 2024, où les remboursements étaient de 322,55 milliards. L'objectif est clair, renforcer la crédibilité financière du pays. Preuve de la rigueur budgétaire et d'une gestion active de la dette mise en place par le gouvernement. Ainsi, la dette intérieure représente 57,67% de l'encours total. Cela équivaut à 39,89% du produit intérieur brut. Ce ratio reste maîtrisé selon les normes internationales. Grâce à cette politique, le Togo obtient de meilleures conditions de financement sur le marché. Cela permet aussi de libérer des ressources pour les projets de développement. Réaffirmation de l'engagement du pays inscrit dans une dynamique de gestion saine et durable de la dette publique. Les responsables de la conformité des risques ont ouvert ce mardi à Lomé la deuxième grande rencontre pendant 2 jours. Ils vont plancher sur les stratégies à mettre en œuvre pour renforcer les systèmes financiers africains face au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Qui sont ces responsables de la conformité et des risques et quel est leur rôle au sein des institutions? Ekwe Sala et Gabriel Aena ont posé la question à 2 experts. Écoutez leurs réponses. Au sein du GAFI, ce sont ceux qui doivent impérativement mettre en œuvre des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Au sein du GAFI et nos réglementations, nous distinguons plusieurs types d'assujettis. D'une part, les institutions financières, constituées des banques, des microfinances, des assurances et autres. Une autre catégorie qu'on appelle les EPNFD, entreprises et professions non financières désignées, constituées des notaires, des avocats, des huissiers. En gros, les professionnels du droit qui assistent les transactions, les comptables, experts comptables, auditeurs, agents immobiliers, loteries, casinos et autres. Une autre catégorie qui est la véritable nouveauté de notre récente directive UEMOA, ce sont les prestataires de services d'actifs virtuels pour tous les acteurs qui sont dans la blockchain, le bitcoin, le token, en gros les actifs numériques et virtuels. Et une dernière catégorie qu'on appelle les OBNL, organismes à but non lucratif, constitués des ONG et des associations, à part ce que les autorités de régulation désignent. Ces acteurs doivent s'assurer de l'entrée licite des fonds dans le système financier à chaque opération et de leur bonne destination, afin que les fonds qui sortent ne financent le terrorisme. Ils doivent analyser les transactions, ils doivent évaluer les risques, ils doivent mettre en œuvre des dispositifs de contrôle, ils doivent servir de courroie de transmission vers les autorités policières et judiciaires. Notre rôle, c'est vraiment de mettre en place au sein des organisations des dispositifs complets qui permettent d'assurer
la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc ça va vraiment d'un système de gouvernance avec de la comitologie, de l'organisation, la formation des équipes, ensuite tous les outils qui sont nécessaires à cette lutte et à ce dispositif, donc des outils de criblage pour s'assurer du KYC des différents clients, les outils de filtrage des transactions et ensuite des outils de reporting pour permettre de montrer aussi aux régulateurs que le système est robuste au sein de l'établissement. Le but, c'est vraiment de pouvoir montrer aux autorités, de pouvoir montrer aux régulateurs que les établissements financiers mettent tout en place pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ça va vraiment de l'identification du client, l'identification des bénéficiaires effectifs pour une entreprise et s'assurer qu'on dispose de toute la connaissance de ses clients pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Toute cette connaissance client, elle va permettre d'alimenter les outils de criblage, les outils de filtrage et de détecter toute opération suspecte, toute opération atypique et toute modification de comportement qui pourrait montrer qu'il y a un dispositif de lutte, de blanchiment ou de financement du terrorisme qui se met en place au travers d'une relation d'affaires. Un contrat nécessaire pour l'évolution de toute entreprise. Dans ce sujet de Gisèle Kozona, vous verrez, nous allons vous faire découvrir ce que c'est qu'un marché public ainsi que ses avantages pour les jeunes entreprises. Suivez. C'est un univers encore méconnu du grand public. Et pourtant, il peut transformer l'avenir d'une entreprise, le marché public. Derrière ce terme administratif se cache un contrat à titre onéreux conclu entre un acheteur, souvent une entité publique, parfois privée, et un opérateur économique dans un cadre bien défini. Les marchés publics, c'est la rencontre de deux volontés. D'une part, celle de l'État, une personne morale de droit public, et d'une structure privée, en vue de la réalisation d'un ouvrage, de la fourniture d'un bien ou l'exécution d'une prestation contre un paiement. Mais c'est un domaine qui quand même est très réglementé et nous invitons la population, les entreprises à s'en imprégner. Il existe plusieurs types de marchés publics, travaux, fournitures ou services. Chacun de ces contrats contribue non seulement à la satisfaction d'un besoin, mais aussi à l'évolution des méthodes de production, de promotion ou de tarification des entreprises qui y prennent part. Le marché public a ses règles, a cette terminologie qu'il est important pour le contribuable de connaître. Avant de postuler à un appel d'offres, par exemple, il est important de faire ce qu'on appelle le diagnostic interne et externe de l'environnement. Il s'agit de questionner le dossier d'appel d'offres et de savoir ce que veut réellement l'autorité contractante. Par diagnostic interne à la suite, le postulant doit vérifier ses propres capacités pour s'assurer qu'il réponde aux exigences techniques, fiscales, sociales et capacités financières exigées par le dossier d'appel d'offres. Prenez l'exemple des marchés de matériel informatique pour lesquels un entrepreneur est titulaire et à la fin, il ne pourra le livrer parce qu'il a omis de rechercher l'autorisation du fabricant dès le début. Pour les jeunes entreprises, les marchés publics représentent une véritable rampe de lancement. Au-delà du gain financier, c'est toute une dynamique de croissance et de structuration qui s'enclenche. Nous sommes convaincus qu'ils constituent le levier de développement économique de nos États. Alors, un PAC a été conçu spécialement pour eux, appelé PAC Business Pro, qui permet de faire un accompagnement au niveau administratif et réglementaire pour être sûr qu'ils sont d'abord administrativement en règle avant même de participer à un appel d'offres, faire un business consulting de leur environnement qui consiste à analyser leur structuration en vue d'améliorer la structure de leurs entreprises et leur système managérial. Et nous les accompagnons également lorsqu'ils sont attributaires d'un marché. Dans la recherche du financement, nous mettons à leur disposition plusieurs modules de formation, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, pour leur permettre de renforcer davantage leurs connaissances en marché public. Bonne nouvelle, ces marchés sont ouverts à tous, entreprises publiques
privés, mais aussi auto-entrepreneurs et coopératives. Chaque structure peut ainsi proposer des solutions innovantes et concrètes adaptées aux besoins exprimés par les demandeurs. Cette information pour poursuivre. Le rapport 2025 de la Banque africaine de développement BAD annonce une hausse de la croissance économique du continent cette année. En 2024, la progression du continent était de 3,3%. Pour 2025, l'estimation va jusqu'à 3,9%. Cependant, cette croissance économique reste menacée par les tensions commerciales mondiales, les conflits régionaux et les effets du changement climatique, mais aussi le contexte marqué par des pressions inflationnistes persistantes, la dépression des monnaies nationales et de coût des dettes. Malgré les incertitudes, la BAD reste optimiste et pense que la croissance économique africaine devrait dépasser la moyenne mondiale en 2025 et 2026. Et de l'autre côté du sommet des BRICS, les 6 et 7 juillet s'est tenu le sommet annuel des BRICS à Rio de Janeiro au Brésil. Des réformes inclusives au Fonds monétaire international, c'est la demande formulée par le président brésilien Lula da Silva lors de son discours d'ouverture. Le président Lula da Silva met l'accent sur les quotes-parts qui sont des éléments majeurs de financement et de gouvernance du FMI. De plus en plus, des jeunes entrepreneurs se révèlent dans la transformation des produits agricoles pour le bonheur des populations. Si d'aucuns ont fait le choix de l'agroalimentaire ou agro-industrie, Linda, elle autre, a opté pour l'agro-cosmétique. Qu'est-ce que c'est? Découvrons-la avec Edwige Atakwa-Bassabi dans la rubrique Le temps de l'entrepreneur. Dans cette mini-boutique sont exposés des produits de beauté issus de l'agriculture togolaise. La promotrice Linda. C'est suite à plusieurs constats sur le terrain, notamment les nombreux problèmes de peau rencontrés par les femmes africaines, que Linda a décidé de mettre son expertise au service de la beauté naturelle. Elle souhaite ainsi permettre à la femme africaine de préserver sa peau naturelle. J'adore la cosmétique depuis longtemps. J'adore aussi l'esthétique. Je me suis lancée dans une formation proprement dite en cosmétique naturelle. Des crèmes, des lotions à base du beurre de karité parce que j'adore aussi le beurre de karité. Nos produits locaux nous aident beaucoup par rapport à la beauté de la peau. Je l'utilise aussi dans les soins esthétiques. Et ce qui m'a poussée à me lancer dans la transformation des produits locaux, spécialement dans l'agro-cosmétique, j'ai constaté que les produits que nous importons ne sont pas adaptés avec notre climat ici. J'ai souvent fait des petites expériences, fait maison, que j'adapte dans les soins de visage, les soins corporels. Et c'est de là que j'ai eu l'idée maintenant de percer, de faire plus de recherches là-dedans et de rendre ça plus professionnel. La jeune entrepreneur transforme alors certains produits agricoles locaux en lait, crème corporelle, savon, entre autres. Je suis très contente de fabriquer les produits cosmétiques comme les gommages de visage, comme vous le voyez. Ce type de gommage, c'est des trucs naturels. Les huiles comme l'huile de carotte, on a l'huile de citron aussi, qui est très bon aussi pour hydrater la peau. Par exemple, ça c'est un savon qui traite les rides, les boutons. C'est un savon corporel fait à base du curcuma. Et nous avons des savons faits à base du concombre. L'ambition, c'est de pouvoir produire une grande quantité, pouvoir satisfaire tous les clients au niveau national, tout comme international. Quand j'ai reçu ce prix, vraiment, j'étais très, très contente. Ce prix, du fond de mon cœur, ça me donne encore plus de courage à percer dans mon travail, dans ce que je fais, parce que j'aime ce que je fais. À travers sa marque, Linda a offert à la femme togolaise et africaine en général des solutions pour prendre soin de leur peau et tout en valorisant la richesse de leur terre.
Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 8 juillet 2025. L'euro reste inchangé 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 554,25 à l'achat et 561,25 à la vente. Le yen japonais est de 3,790 à l'achat et 3,850 à la vente. La livre sterling, quant à elle, s'établit à 757,50 à l'achat et 764,50 à la vente. Le franc suisse est de 697,75 à l'achat et 703,75 à la vente. Le dollar canadien, 405,50 à l'achat et 412,50 à la vente. Le yuan chinois s'établit à 77 à l'achat et 78,750 à la vente. Et on poursuit avec ce communiqué du comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 1er au 15 juillet 2025 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 1315 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 2975 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de septembre 2025 pour le café et le cacao, signé le secrétaire général Anselme Gouton. Allons maintenant dans nos marchés avec Elia Bagnadao pour nous enquérir des prix des céréales. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le bol de maïs est à 700 francs. Dans les plateaux, il est entre 500 et 550 francs. Dans la centrale, le bol de maïs est à 550 francs. Il varie entre 650 et 700 francs dans la région de la Kara et dans les savanes, il oscille entre 550 et 650 francs avec une moyenne nationale de 610 francs CFA. À présent, le prix du bol du sorgho, il est entre 900 et 1000 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, le bol du sorgho varie entre 650 et 700 francs. Dans la centrale, il varie également entre 650 et 700 francs. À Kara, le bol du sorgho est entre 750 et 900 francs et dans les savanes, il oscille entre 650 et 1000 francs avec une moyenne nationale de 795 francs CFA. Poursuivons avec le prix du bol du haricot. Dans la région maritime, le bol du haricot est à 2000 francs. Dans les plateaux, il est entre 1500 et 1600 francs. Dans la centrale, le bol du haricot est à 2000 francs. À Kara, il varie entre 2200 et 2300 francs et dans les savanes, il oscille entre 2000 et 2500 francs, soit une moyenne nationale de 2107 francs CFA. Découvrons également le prix du bol du mil. Il est entre 1100 francs et 1200 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il varie entre 1450 et 1500 francs. Dans la région centrale, le bol du mil est à 1700 francs. À Kara, il varie entre 1100 francs et 1300 francs. Et dans la région des savanes, le bol du mil est entre 1000 francs et 1250 francs, avec une moyenne de 1260 francs CFA. Finissons avec le prix du bol du gari. Dans la région maritime, le bol du gari est à 1200 francs. Dans les plateaux, il est entre 900 et 1000 francs. Il est à 1000 francs dans la centrale. À Kara, le bol du gari varie entre 1000 francs et 1200 francs. Et dans la région des savanes, le bol du gari aussi entre 1000 francs et 1100 francs pour une moyenne de 1056 francs CFA. Ce sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Excellente suite de nos programmes.